Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Messieurs et dames, bienvenue à cette grande édition Serapic Télévision à la Haine. Il s'est fait appeler le général Mamadou dans les territoires de Lubero. Il vient de se rendre aux autorités locales avec ses deux gardes du corps après avoir passé plusieurs années à la tête du mouvement rebelle Maï Maï. Il a été pris en charge par le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et la stabilisation. Une femme s'est échappée de justesse des kidnappeurs puisque l'un parmi les ravisseurs l'a reconnu. Son témoignage qui est parvenu à la rédaction illustrait la gravité de la situation liée à la recrudescence de cas d'enlèvement à Kinshasa. La République démocratique du Congo n'a pas affronté la Guinée équatoriale ce mercredi comme prévu. Les matchs d'ouverture du tournoi des FAC devaient se jouer au stade Tata Raphaël a été annulé. Messieurs et dames, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition. Parlons à présent un ouf de soulagement pour la population du territoire de Lubero au nord Kivu en général et de l'axe des Kashugo, Kageri en particulier. Le général autoproclamé Mamadou qui opérait dans la région a finalement déposé les armes. De son vrai nom, Lubero, qui a Kwakiti de grâce, ce seigneur de guerre s'est rendu le mercredi 18 février 2026 au programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et stabilisation PDDRS à Lubero Centre, une réduction rendue effective dans le cadre du 2DR mobile avec l'appui du technique et du service désarmement et démolition. Pour rappel, Mumbere Kiakwakiti était un chef du groupe armé Maï Maï Mamadou. Il s'est présenté avec ses deux gardes du corps, tous porteurs de l'air matériel de guerre. Ils les ont ensuite remis à l'administrateur militaire du territoire de Lubero, Kiwewa Muteba Alain, également président du cadre de concertation pour la paix et l'appui au PDDRS dans la juridiction à présence de membres du comité territorial de sécurité. Parlons des enjeux cruciaux liés à la protection de civils, au désarmement, à la démobilisation, à la réinsertion et à la stabilisation dans la province de l'Uturi. On est au cœur des échanges mercredi 18 février entre le gouverneur militaire de l'Uturi, Johnny Luboya Kachama, et la directrice adjointe du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, Anne Maringombi. Il est également question de s'engager avec les parties prenantes pour réitérer les messages de collaboration et d'appui aux autorités. Suivez Marine Dombi dans cet extrait. Nous, droits de l'homme, nous avons une part à jouer parce que quand on parle de la protection des civils, les droits de l'homme sont au cœur de la protection des civils. Donc l'objectif de cette visite, c'est vraiment de nous engager avec les différentes parties prenantes, à commencer par le gouverneur, pour réitérer les messages de collaboration, d'appui aux autorités. Nous avons parlé globalement de la situation, surtout la situation qui se développe en ce moment à Boulé, avec les attaques, à quel point est-ce que la population est affectée, mais aussi la réponse militaire. Et on a vraiment mis l'accent sur les différents domaines de réponse. Les réponses ne peuvent pas être que militaires, elles sont aussi non militaires. Donc on est au cœur des réponses civiles et nous faisons partie de cette réponse civile-là. Et notre rôle dans cette situation, c'est aussi de comprendre la situation des populations affectées, des déplacés internes, de pouvoir porter à la connaissance des autorités les abus ou les violations que nous constatons.
76 présumés criminels qui ont sémé la terreur dans la province du Haut-Katanga ont été démantelés par les forces de l'ordre lors d'un bouclage mixte ciblé dans les villages Tumbwe, à 35 km de la ville de Lubumbashi. Cette opération s'est déroulée sous l'œil vigilant les commissaires divisionnaires Blaise Kilimbalimba, qui a supervisé le manœuvre sur terrain. Je fais les explications dans cet extrait. Il s'agit d'une opération musclée associant la police nationale congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo et la garde républicaine menée avec succès en Tumbwe. L'opération s'est déroulée sous l'œil vigilant du patron de la PNC au Katanga, Blaise Kilimbalimba. Preuve de l'importance politique et sécuritaire de l'événement, le ministre provincial de l'Intérieur a également fait les déplacements pour assister à ces coups de filet. Parmi les 76 personnes interpellées, dont une femme, les services de sécurité ont identifié des profils variés mais particulièrement dangereux. Selon les premières informations, de nombreux malfrats avaient fui la ville de Lubumbashi pour se réfugier dans ces villages périphériques, espérant ainsi échapper à la pression policière de la ville. Ces individus sont soupçonnés d'être impliqués dans les banditismes urbains, entre autres les vols à main armée et braquages, les phénomènes des coupeurs de route, les pièges des ressources stratégiques, notamment les vols des cathodes, des cuivres et des carburants, un fléau qui pèse lourdement sur l'économie minière de la région. À l'issue de l'opération, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba a fermement réitéré sa détermination à éradiquer l'insécurité sous toutes ses formes. L'objectif est de restaurer durablement la sécurité des biens et des personnes à travers toute la province. Le patron de la police dans les Haut-Katanga invite la population à une collaboration étroite avec les forces de l'ordre en signalant systématiquement tout mouvement suspect dans leur quartier ou village respectif. La situation sécuritaire à Kinshasa ne cesse de se dégrader avec la multiplication de cas d'enlèvement signalés ces dernières semaines. À Kingasani, dans la commune de Kimbanteke par exemple, une jeune femme a été kidnappée en plein trajet alors qu'elle s'est rendue vers le quartier Macampagne. Le fait se serait produit en pleine journée sur la tronçon venant vers le quartier 1. Priscilla Loubefou nous relate le fait car elle a pu accueillir le témoignage de la victime. Tout commence vers un arrêt de bus Kingasani Asuka où la victime a emprunté un taxi allant vers quartier 1 où elle se fera rejoindre plus tard par une dame et ensuite 4 hommes se présentant comme de simples passagers. Mais à peine le véhicule engagé vers le quartier 3, les chauffeurs changent brusquement d'itinéraire. Les 3 garçons ne disaient rien. Il n'y avait que moi et la maman qui cherchaient à comprendre pourquoi ces changements. Ils ont remonté les vitres. Toutes les vitres étaient fumées. Quand nous sommes arrivés vers l'aéroport, ils ont pointé une arme sur nous. Ils nous ont dit de ne pas parler car leurs armes sont silencieuses et que s'ils tiraient, personne ne les saurait. Après environ 2 heures de route, la victime est conduite dans une propriété isolée où plusieurs hommes armés et cagoulés sont présents. Là, un jeune homme semble la reconnaître et promet de la libérer. La jeune femme propose son téléphone et l'argent qu'elle possédait contre sa libération. Après, il m'a donné le jus énergie. Il m'a demandé si j'avais mangé. Je lui ai dit que je n'ai pas faim. Il m'a dit de prendre du jus énergie. Je refusais. Il m'a dit, t'inquiète, tu es ma sœur, je ne te ferai pas de mal. Il en a pris un peu, puis il m'a donné le reste. Il m'a dit que le lendemain, je viendrai te chercher. Vers 4 heures du matin, le jeune homme revient. Il lui bande à nouveau les yeux et la place dans le coffre d'un véhicule. Durant le trajet, elle affirme avoir attendu une conversation entre ravisseurs et de policiers. J'ai entendu le policier souhaiter bonne chance aux ravisseurs. Nous avons quitté la forêt vers la route principale. Puis il m'a sorti du coffre, il m'a fait asseoir sur le siège. Mes yeux étaient toujours bandés parce qu'il ne voulait pas que je voie la route.
À Kinshasa, prendre un simple transport de quartier peut aujourd'hui devenir un pari dangereux. Entre peur grandissante et soupçon de complicité, la question de la sécurité des citoyens reste plus que jamais posée. À présent, parlons justice. Guillaume Nguefa a visiblement appuyé sur le bouton de justice de proximité. Le ministre d'État en charge de la justice est à Kabea Kamwanga, dans la province du Kasaï oriental, depuis ce mercredi, pour poursuivre avec cette dynamique qui ne se limite pas aux grands centres urbains. Son objectif est clair, évaluer les conditions de travail de magistrats et mesurer sans filtre administratif dans quelle réalité le juge de cette zone périphérique rendent la justice. Précision avec Vanessa Makwé. Après près de 45 km parcourus sur des routes extrêmement dégradées et quasiment impraticables, le ministre d'État en charge de la justice a atteint le tribunal de paix de Kabea Kamwanga où il a procédé à une ronde d'inspection pour apprécier l'état des infrastructures, les moyens matériels disponibles et les conditions d'exercice de magistrats dans leur quotidien. Le message était clair. La réforme judiciaire ne peut pas être crédible si elle ignore les juridictions périphériques. Là où l'État est le plus fragilisé, les justiciables sont plus vulnérables, a dit le ministre Guillaume Nguefa. De son côté, Pascal Kapeta, représentant de la jeunesse locale, a souligné que le territoire de Kabea Kamwanga ne dispose ni de prison formelle ni de commissariat. Il est de notre devoir de vous présenter brièvement la situation de la justice dans notre territoire. Ce parquet près du tribunal de paix de Kabea Kamwanga fonctionne dans des conditions très difficiles en raison des manques criants d'infrastructures adaptées. Les locaux actuels ne permettent pas à ces jeunes et braves magistrats de travailler dans de bonnes conditions telles que requises par une justice, pour une justice normale. Ces territoires dont la superficie et la population vous ont été présentés ci-dessus manquent d'une prison. Pour aller plus loin, il n'y a même pas de commissariat construit pour accueillir les détenus dans de bonnes conditions. Aligné dans la vision du chef de l'État congolais, Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir la justice plus proche de la population. Les ministres d'État en charge de la justice appuient sur l'accélérateur. Dans la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi, il veut que la justice soit plus proche de la population. C'est pourquoi je n'ai pas voulu attendre dès mon arrivée à Mbuji-Mayi et de venir directement ici. Mais je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais plutôt être à votre écoute. Je voudrais que les chefs coutumiers me disent exactement quelle est leur perception de la justice, quelle justice ils voudraient que nous puissions servir ici à Kabea Kamwanga. Donc il y a certaines recommandations qui vont nous permettre, une fois rentrés à Kinshasa, discuter avec le Conseil supérieur de la magistrature et discuter aussi avec le procureur ici, la justice à Mbuji-Mayi, et voir quelles recommandations peuvent être immédiatement exécutées. Au terme de sa visite, le garde-sceau Guillaume Nguefa s'est rendu à la résidence de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, figure historique de la lutte pour la démocratie en République démocratique du Congo. À présent, parlons digitalisation au sein de l'IGF, gagnant en efficacité, en rapidité et en transparence, tout en renforçant la traçabilité des opérations financières de l'État. Tels étaient les objectifs principaux de la grande séance de travail présidée le week-end dernier par Christophe Bitassi-Moi, chef des services de l'inspection générale de finances, qui a mis autour de la table la direction de l'IGF, les inspecteurs de finances, pour une sensibilisation sur l'importance de la digitalisation. Vanessa Makobo, suivons ce reportage. L'inspection générale de finances progresse avec fignolage du nouveau mode de contrôle intelligent de flux financiers en RDC. L'inspecteur général de finances, chef de service Christophe Bitassi-Moi, a présidé le week-end
une grande séance de travail réunissant la direction de l'IGF, les inspecteurs généraux et inspecteurs de finances. L'occasion a permis à la commission chargée de la finalisation du plan stratégique triennal d'exposer également le plan directeur des digitalisations de l'IGF. Ce plan de digitalisation qui a été au cœur des échanges se présente comme le nouveau cerveau du travail de l'IGF avec le contrôle systémique. Le numéro 1 de l'inspection générale de finances, Christophe Bitassimois, a sensibilisé ses collaborateurs sur l'importance de la digitalisation. Nous avons l'ambition dans cette démarche d'être les pionniers, d'être les services pilotes de l'État et qui va booster justement les autres. La numérisation, mes chers collègues, la digitalisation n'est pas une option. On n'a pas à dire, mais est-ce que nous allons le faire ou nous n'allons pas le faire? Ce n'est pas une option, c'est un impératif. À travers ce plan, l'inspection générale de finances bénéficiera d'un cadre légal solide et d'un positionnement institutionnel renforcé et moderne. Le contrôle systémique peut ainsi être compris comme une approche qui ne se limite pas à la vérification d'opérations isolées, mais qui vise une analyse globale des systèmes de gestion. La vision portée par ces plans stratégiques triennales est de faire de l'IGF une institution intelligente d'intervention au service de la transformation de la gouvernance financière de l'État et de l'intérêt général. On va dire un mot sur la nutrition. Consommer le fruit n'est pas malheureusement une habitude dans la vie de Kinshasa, alors que c'est déjà une sorte de prévention contre plusieurs formes de maladies. Nous nous sommes approchés de quelques Quinois en savoir un peu plus, mais aussi de médecins agronomes pour avoir leur lecture à ces dossiers. L'image et commentaire Jacques Onokodi. Madame Mégé vend des fruits devant la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe. Sur sa table, on retrouve notamment des bananes, des safou, des noix de cocotier et des avocats. Elle dit que ses clients se plaignent souvent du prix de ces fruits. Mais mutazotala abimisa 3000 asoma mupikwa safu azomona ngo ebele siko ngape nazotala kote na kero somba na sombi filet ya safu soki panier na 200000 bona kotanda na 1000 francs ndenge nini po mutazo a facilité ya kozwa 1000 francs somba safu akelia ta moko na bana. Donc ezo simba te ezo senga safu eye ekiti na panier atana 30 000 40 000, 50 000, bien. Les consommateurs quinois qui disent voir manger du fruit régulièrement confirment efficacement que les prix posent problème et veulent que l'État intervienne. La solution que je pourrais proposer, c'est qu'on puisse planter peut-être des arbres, on pourrait dire aux autorités en fait, de maximiser la production des fruits dans le pays. Au-delà de ne voir que la responsabilité de l'État, les jeunes eux-mêmes peuvent se lancer dans la culture du fruit, estime l'agronome Arsène Mombenga. Omoni jeunesse ya lelo bato nyonso balingitaka politique pe eza bien nzokande ke babosani ke moloni mobokoli balalaka njala te. Après tout, les fruits demeurent importants pour le corps humain puisqu'ils préviennent beaucoup de maladies. Pour le docteur Antoine Tandonda du centre de référence de Kifita dans le Haut-Katanga, la population doit souvent les consommer malgré la conjoncture économique difficile. Au Congo, nous avons remarqué que les gens n'ont pas cette culture de consommer les fruits. Et nous donnons comme conseil, nous produisons comme conseil, et que les fruits doivent être une base de notre alimentation. Pourquoi? Parce qu'ils nous apportent beaucoup de nutriments. Selon une étude menée en novembre 2023 par l'archive ouverte pluridisciplinaire, seulement 18% des ménages à Kinshasa consomment régulièrement des fruits. Parlons sport dans ces journaux. La rencontre d'ouverture du tournoi INAFAC I-17 entre la République démocratique du Congo et la Guinée équatoriale prévue ce mercredi 18 février en 13h au stade Tata Raphaël à Kinshasa
a été annulée selon les comités d'organisation. 6 joueurs de la Guinée ont été déclarés inéligibles à l'issue de tests d'âge par l'imagerie, par résonance magnétique, une application stricte règlement de la CAF. Suivons Blachar Mundele dans ses reportages. Conformément au règlement de la Confédération africaine de football, notamment l'article 27 alinéa 4, si 4 joueurs ou plus d'une équipe sont jugés inéligibles après les tests d'âge, l'équipe est disqualifiée de la compétition. L'article 27 alinéa 5 précise cependant que si 1, 2 ou 3 joueurs sont déclarés inéligibles, seuls ces joueurs sont exclus de la compétition. L'équipe peut continuer à participer, mais sans possibilité de les remplacer. Au regard du nombre de joueurs déclarés non conformes, le comité de normalisation du tournoi zonal qualificatif à la CAN U17 a donc décidé d'annuler provisoirement la rencontre dans le strict respect des dispositions réglementaires en vigueur en attente de la décision définitive de la CAF. Il faut noter que cette mesure conservatoire reste toutefois suspendue à la décision finale de la CAF, seule instance habilitée à statuer définitivement sur ces dossiers. C'est la fin de cette édition. Avant de nous séparer, je vous rappelle le grand titre. Il s'est fait appeler le général Mamadou dans les territoires de Lubero. Il vient de se rendre aux autorités locales avec ses deux gardes du corps après avoir passé plusieurs années à la tête du mouvement rebelle Maï Maï Mamadou. Il a été pris en charge par les programmes de désarmement, démobilisation, réinsertion et stabilisation. Une femme s'est échappée de justesse de kidnappeur puisque l'un parmi les ravisseurs l'a reconnu. Son témoignage qui est parvenu à la rédaction illustre la gravité de la situation liée à la recrudescence de cas d'enlèvement. La République démocratique du Congo n'a pas affronté la Guinée équatoriale le mercredi comme prévu. Ces matchs d'ouverture du tournoi de l'INIFAC qui devait se jouer au stade Tata Raphaël a été annulé. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous vous disons au revoir. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.